Hit Sensation 85, c'est la radio de proximité, faite pour vous, avec vous. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Destin criminel pour Hit Sensation 85. Il se passe rarement plus d'une semaine sans que la rubrique Faits divers résonne d'un crime sordide qui nous glace le sang. Quelques jours passent, quelques semaines, et si la résolution n'intervient pas, on finit hélas par passer à autre chose. Or, fréquemment, une ancienne affaire, voire une très ancienne affaire, finit par refaire la une après l'arrestation du coupable. Et ce, il faut bien le dire, souvent grâce à l'ADN. En effet, rares sont les criminels qui, se sentant la mort arriver, sentent le besoin de se confesser et d'avouer leur meurtre. Il fut une époque où les policiers, après un meurtre ou un crime sordide, n'avaient que leur bon sens, la déduction, les indicateurs, et parfois beaucoup de chance, pour identifier un criminel. Après, il y a eu des progrès. En particulier, je pense aux empreintes digitales, qui vont en avant à l'investigation criminelle. Il y a eu aussi les analystes comportementaux. Le fameux département des sciences du comportement, que l'on peut voir dans Esprit criminel, qui a été créé au sein du FBI, et qui a fait les petits en France, puisque la gendarmerie possède le sien, permis de faire naître une génération de profilers. Mais dans l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, nous verrons pourquoi l'ADN est souvent surnommé la reine des preuves. Aujourd'hui, nous allons parler de Timothy Wilson Spencer, surnommé l'étrangleur de Suicide. Timothy Spencer est un tueur en série américain. Il commit 5 viols suivis de meurtres à Richmond, en Virginie, entre 1984 et 1987. Il fut le premier meurtrier américain à être condamné sur la base de preuves liées à l'ADN. Spencer est né le 17 avril 1962. Il avait un passé de cambrioleur lorsqu'il bascula dans le meurtre. Âgé de 22 ans, il fit sa première victime en la personne de Caroline Jane Hahn, une avocate de 32 ans, qui vivait seule à Arlington, en Virginie. Le 25 janvier 1984, le corps dénudé de Caroline fut découvert sur le sol de son garage par des collègues de travail inquiets de son absence. L'autopsie permit d'établir que la victime avait été violée, puis pendue à l'aide d'un cordon de store. Le corps fut retrouvé sur le sol de la pièce, face contre terre. À ses côtés se trouvait la robe de chambre de la victime, ainsi qu'un couteau. Avec le profil de la victime, les spécialistes du comportement établirent que le tueur était un homme blanc, âgé d'une vingtaine d'années et qui résidait dans la région. Ils signalèrent également que les actions du tueur avaient été immatures et ne rejetèrent pas la possibilité de l'existence d'un complice. 6 février 1984, la police annonça l'arrestation de David Vasquez, un simple d'esprit qui correspondait à la description du tueur faite par le FBI. Vasquez, qui risquait la peine de mort, fut incarcéré. Le meurtre n'en était pas moins l'œuvre de Timothy Spencer, mais le lien ne sera fait avec lui que lors de son arrestation en 1987. 19 septembre 1987, Debbie David Dudley, 35 ans, fut retrouvée morte dans la chambre de son appartement par son mari qui rentrait de voyage d'affaires. La victime, dénudée, avait été étranglée lentement et progressivement à l'aide d'une chaussette tournée avec un bout de métal. Le corps reposait sur le lit. Une fois encore, il y avait eu viol et du sperme fut prélevé sur la victime, comme sur la literie, à des fins d'analyse ADN. S'aperçut que l'auteur avait forcé une fenêtre à l'arrière de l'immeuble. Le tueur avait aussi répandu le contenu du sac à main de la victime sur le sol. 3 octobre 1987, 2 semaines après le meurtre précédent, une doctoresse de 32 ans, Susan Elizabeth Helans, fut retrouvée morte dans son appartement de Richmond. Son époux retrouva son corps partiellement dénudé dans une penderie de la chambre à son retour du travail. La victime avait été violée et étranglée avec une ceinture, ses mains étaient liées dans son dos. Cette fois encore, le tueur avait forcé une fenêtre. Du sperme fut retrouvé sur la scène de crime et prélevé à des fins de comparaison. D'étranges similitudes furent découvertes par les enquêteurs entre les deux crimes. Le compagnon de la victime était absent au moment de l'agression. Les 2 meurtres avaient été commis à 1,5 km de distance. Les victimes avaient été étranglées à l'aide d'un lien. Les victimes avaient été dénudées et avaient eu les mains attachées d'une façon similaire. Enfin, il y avait eu viol des victimes et le tueur s'était masturbé sur leur corps. Peu après, les analyses ADN établirent que le violeur de Davis et de Hellan était une seule et même personne. Encore une fois, les comportementalistes du FBI estimèrent que le tueur était un homme blanc, âgé d'une vingtaine d'années et qui résidait dans la région. Cette estimation fut faite sur une base statistique. Les tueurs blancs étaient supposés être plus nombreux que les noirs, 16, que les crimes interraciaux étaient rares.
Sur la base de ces éléments, la police de Richmond se concentra sur les suspects de race blanche. 1er novembre 1987, Virginie Westower, 32 ans, qui se trouvait dans son appartement de Richmond, fut réveillée vers 3 heures du matin par un individu de race noire armé d'un couteau. L'auteur portait une cagoule et des gants, il ligota la victime et lui fit boire une demi-bouteille d'alcool. S'ensuivirent 3 heures de torture et de viols répétés, parfois à l'aide d'objets apportés par l'agresseur. La victime fut sauvée par des voisins qui entendirent ses pleurs alors que le violeur découpait une corde des stores dans l'intention de tuer sa proie. Devant le danger, l'agresseur prit la fuite. L'affaire fut traitée comme un viol et ne fut pas mise en rapport avec les meurtres de Davis et Elam, car l'agresseur était cette fois décrit comme un individu noir, alors qu'un blanc était recherché dans le cadre des 2 homicides. Le 22 novembre 1987, Diane Shaw, 15 ans, fut retrouvée morte dans sa maison du sud de Richmond. L'assassin était entré dans l'immeuble par une fenêtre alors que la famille dormait. La victime avait été obligée de se laisser placer un ruban autocollant sur la bouche et avait été ligotée les mains dans le dos. Elle avait ensuite été violée et étranglée à l'aide d'une corde. Du sperme fut retrouvé sur place mais en faible quantité. Mais ce fut suffisant pour lier ce meurtre aux 2 précédents. 9 jours plus tard, un nouvel homicide fut signalé, cette fois à plus de 160 km au nord de Richmond. Le 1er décembre 1987, une employée de 44 ans fut retrouvée morte dans sa chambre. Le tueur était entré par une fenêtre, avait violé sa victime, puis l'avait étranglée. Une fois encore, du sperme fut retrouvé sur place. Le détective Orgas, en charge de cette dernière affaire, fit un rapprochement avec le meurtre de Caroline Ham, commis en 1984. Il contacta également les enquêteurs de Richmond, afin d'évaluer les points communs entre l'affaire Tucker et les meurtres de Dudley et Elams. En enquêtant sur les agressions commises dans la région, Orgas remarqua que 9 affaires de viol similaires existaient pour la période de juin 83 à janvier 84. 9 femmes avaient été violées par un homme noir masqué et armé d'un couteau. Le déroulement de ces agressions correspondait à celui de l'attaque contre Susan Tucker. Les victimes de viol avaient été partiellement ou totalement dénudées, ligotées au niveau des mains et avaient été contrôlées par l'agresseur à l'aide d'un garrot placé autour de la gorge, plus ou moins serré ou desserré selon la résistance de la victime. Outre le viol, l'agresseur s'était masturbé sur les victimes. Le 16 janvier 1988, Rena Chapuris fut retrouvée étranglée dans son appartement de Richmond. Aussi avait été ligotée et partiellement dénudée. Toutefois, elle avait été sévèrement battue à l'aide d'un marteau et n'avait pas été violée. Orgas, qui enquêtait toujours, se souvient alors de Timothy Wilson Spencer, un cambrioleur minable qui était actif dans la zone des viols et avait été arrêté le 29 janvier 1984. Or, les viols avaient cessé au même moment. Il apparut aussi que Spencer avait été libéré en septembre 1987 et s'était installé à Richmond. Or, les viols suivis de meurtres débutèrent à cet endroit en septembre 1987. Un mandat d'arrêt fut délivré contre Spencer et ce dernier fut arrêté le 20 janvier 1988. Un prélèvement de sang effectué sur la personne du suspect le lia à la série de viols de 83 et 84, ainsi qu'aux divers homicides. Des analyses ADN permirent aussi de relier Spencer au meurtre de Caroline Ann, pour lequel David Vasquez était toujours détenu. Le 4 janvier 1989, Vasquez fut innocenté et libéré après 5 ans de détention injustifiée. Spencer passa en justice à de multiples reprises pour répondre de chacun de ses crimes. Les preuves ADN ne laissèrent aucune chance au suspect, qui se défendit en faisant référence à des lésions cérébrales et aux effets secondaires de drogue. Les experts psychiatres ne trouvèrent aucune circonstance atténuante à Spencer. Reconnu coupable de tous les meurtres et les viols, Timothy Spencer fut condamné à mort. Il fit appel du verdict, contestant la recevabilité de la preuve par ADN dans une affaire de meurtre. Une condamnation sur base de l'ADN consistait alors une première aux États-Unis. En septembre 1989, la Cour suprême de Virginie confirma la condamnation à la peine de mort. Il existait alors un mythe relatif à l'absence de serial killers de race noire. Tout état de cause, les tueurs les plus médiatiques, tels que Ted Bundy, John Wayne Gacy, David Berkowitz, Henry Lucas, sont effectivement des blancs. L'idée faussa grandement l'enquête relative au meurtre de Spencer et retarda sans doute son arrestation. Alors, qu'en est-il réellement ? Une étude effectuée en 2012 aux États-Unis étudia 488 tueurs en série, ayant opéré entre 1980 et 2012. Parmi eux, 417 avaient des mobiles à nature sexuelle. Sur les 417, 155 étaient des hommes noirs, soit 37% des auteurs de meurtres en série de nature sexuelle. Le pourcentage, on le voit, n'est nullement négligeable. Mais à l'époque, c'est vrai que l'imagerie populaire renvoyait plutôt aux tueurs en série blancs. Timothy Wilson Spencer fut exécuté sur la chaise électrique le 27 avril 1994. Cambrioleur minable, Spencer devint progressivement un violeur, profitant de son expérience acquise en matière d'effraction, puis il bascula dans le meurtre. Criminel froid et organisé, il traquait ses victimes et passait à l'attaque lorsqu'elles se trouvaient seules chez elles, ce qui lui demandait une surveillance patiente et une préméditation totalement avérée. Il pénétrait dans les domiciles par effraction, surprenait les victimes durant leur sommeil et les violait longuement et sadiquement.
Ensuite, il les tuait froidement pour empêcher son identification. Parfois, il pénétrait dans l'habitation de la victime et attendait son retour en consultant des magazines pornographiques. Il prenait beaucoup de plaisir à contrôler ses victimes et passait beaucoup de temps, généralement plusieurs heures avec elles. Pour éviter son identification, il prit la précaution de commettre ses crimes sur 3 juridictions différentes. On l'a vu dans cette affaire, si la psychologie est importante, elle peut être une cause d'erreur. Alors évidemment, l'ADN ne sert à rien si on n'a pas identifié un suspect. On l'a vu dans l'affaire du grêlé. Mais si dans bien des cas l'ADN sert à identifier le coupable, c'est-à-dire à innocenter un suspect. Il faut quand même rappeler que la mise en place du fichier automatisé des empreintes génétiques ne s'est pas fait sans mal. Or, qui maintenant le remettrait en cause? Rien que dans les semaines précédentes, 2 affaires sont revenues à la une grâce à l'ADN. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destin criminel.